Bonjour Jean-Luc Bourlange. Bonjour. Vous êtes député MoDem, député des Hauts-de-Seine. Vous êtes parmi ceux qui sont sceptiques sur cette réforme des retraites qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle, après une espèce de tir de barrage de la France insoumise. D'abord un mot sur cette flopée d'amendements, presque 20 000 amendements venant d'un seul parti. Est-ce que ce n'est pas une drôle de façon de traiter la démocratie? Si, c'est une façon de mépriser le Parlement. Ça rend impossible un contrôle parlementaire véritable. Et c'est d'ailleurs un peu dans la tradition de la France insoumise, qui est très hostile en fait à la démocratie participative et qui estime que les élections sont un piège-à et que tout ça ne repose sur rien. Et donc ils ont gâché le processus. Oui, bah, la preuve, c'est que comme seule une très petite partie des amendements ont été abordés, l'essentiel du texte qui va être mis en discussion sera celui du gouvernement et ne sera pas celui qui aurait été amendé par le Parlement si chaque groupe s'en était tenu à un nombre raisonnable, d'ailleurs parfaitement suffisant, quelques dizaines d'amendements. Nous, je crois qu'on va déposer, mon groupe, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord sur ce plan, comme vous l'avez observé, va déposer, je crois, 6 ou 7 amendements, et on peut dire des choses avec un nombre limité d'amendements. Là, c'est une tentative d'obstruction, et après, il ne faut pas hurler au fait que le président de la République méprise le Parlement, dès lors que le Parlement, ou du moins des partis du Parlement, se méprisent eux-mêmes. Oui, la procédure, c'est quoi? C'est d'essayer pour la France insoumise de gâcher le travail parlementaire et d'amener le gouvernement à faire quoi? Du 49-3 à faire le 49-3, ce qui, à mon avis, ne serait pas choquant en l'espèce, parce que si pas le Parlement... Choquant, pourtant, la mémoire la mémoire de ce 49-3 n'est pas brillante. Oui, ça ne serait pas... Oh, elle n'est pas brillante, on a fait... Michel Rocard a fait de grandes réformes au 49-3. Vous savez, le 49-3, ce n'est que la mise en forme de quelque chose qui est parfaitement classique, c'est-à-dire que le gouvernement dit au Parlement, cette réforme, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, donc si vous ne la votez pas, je m'en vais. C'est tout. Non mais je m'en vais. Le 49-3, c'est simplement, Michel Debré, quand il a rédigé la Constitution en 58, a simplement aménagé une procédure de vote un peu différente pour l'adapter au vote d'investiture. Mais en réalité, la question de confiance est tout à fait légitime, et même sans 49-3, le gouvernement pourrait dire, écoutez... peut très bien poser la question de confiance sur un texte. Et puis il y a d'autres mécanismes, il y a le vote bloqué, il y a quantité de systèmes qui permettent de régler les problèmes. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans le règlement de l'Assemblée qu'on a voté il y a quelque temps, et que je n'ai pas voté d'ailleurs, on limite extraordinairement la possibilité de prendre la parole. Par exemple, moi, je n'ai pas la possibilité de prendre la parole, je n'ai pas dire contre le texte ou en critique du texte, parce que je serai en opposition avec mon groupe. Avec votre groupe, mais vous pouvez le faire ici. Vous êtes contre ce texte et probablement vous avez lu avec délectation ou entendu parler avec délectation de la lettre du rapporteur général de la Commission des Finances qui demande au Premier ministre un certain nombre d'éclaircissements sur les aspects financiers de cette réforme. Je ne suis pas contre tous les aspects de ce texte, loin de là. Il y a tout un ensemble de choses qui me paraissent positives, mais je crois que la philosophie en est mauvaise. Et c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire la même retraite pour tout le monde, alors que je crois que la retraite est le prolongement du contrat de travail, que c'est presque dans le contrat de travail, que ça forme un tout. Donc c'est un sujet individuel et non pas universel. Il faut accepter des particularités, et le gouvernement d'ailleurs le découvre. Mais ce que je trouve, alors là, tout à fait regrettable, c'est que, comme je disais, on ne délibère pas sur un bébé, on délibère sur une couveuse. C'est-à-dire que la réforme, on a une idée de réforme, mais la réforme n'est pas terminée, et on voit bien que dans tous les domaines, tout ça est inachevé. Et la lettre à laquelle vous faites allusion, qui est du rapporteur général du budget, qui est un parlementaire tout à fait remarquable, d'ailleurs Laurent Saint-Martin, et Madame Cariou, qui est également une très très bonne fiscaliste, ce sont quand même vraiment des poids lourds de la Commission des Finances, disent le compte est pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça coûte, on ne sait pas. Et je trouve que quand on a une réforme dont l'application sera en 2037, on pourrait se permettre de la voter dans quelques mois, en ayant clarifié tous les éléments. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de constitutionnalité? On verra ce qui sera voté. Je n'en sais rien. Certains s'agitent autour de ça.
Oui, oui, il y a pas mal de choses qui posent problème. Mais en tout cas, moi, sur le plan je crois que c'était quand même un problème essentiellement politique. Et moi, je regrette que cette réforme passe à côté de l'essentiel, qui était non seulement l'équilibrage, il ne s'agit pas d'équilibrer la réforme, il s'agit d'équilibrer durablement le système des retraites. Et nous voyons bien que c'était l'une des grandes sources, mais peut-être la seule grande source d'économie pour les finances publiques en termes maastrichtiens que la remise en ordre du système qui impliquait effectivement des mesures d'âge. Des mesures d'âge et des mesures liées aux régimes spéciaux. Un mot sur... Surtout, les régimes spéciaux, ça ne rapporte pas beaucoup. Non, mais c'est les mesures d'égalité. Bien sûr, mais c'est bien sûr qu'il faut le faire. Vous savez, c'était assez simple de dire, globalement, à partir de tous les salariés du secteur public ou privé qui rentreront dans la carrière, comme dirait la Marseillaise, qui rentreront dans la carrière désormais, seront affiliés au régime général. Ouais. On fait un article et la réforme s'appliquerait dans 35 ans, mais mais ça tournait. Oui. Un mot sur, précisément, on évoquait la démocratie et le rôle des parlementaires. Marine Le Pen lance une souscription auprès de ses militants pour essayer de remonter les finances de son parti, le Rassemblement national. Est-ce que... On pourrait demander une souscription auprès de son père, ça serait une bonne chose. Alors, elle a déjà emprunté auprès de son père plus de 4 millions d'euros qu'elle doit maintenant rembourser. Est-ce qu'il y a un sujet de démocratie là dans le financement des partis? Écoutez, je crois que les partis sont bien financés en France. Maintenant, le MoDem avait proposé une banque de la démocratie. Oui, on a. Moi, qui a été enterrée. Je dois dire, oui, ça a été. Non, je ne sais pas si. Oui, pour l'instant, c'est enterré. Il faut peut-être la déterrer. Moi, je me rappelle que quand j'ai été candidat, mon banquier m'a dit non, je vous prête rien. On ne prête pas au parti. Alors c'est quand même étonnant parce que je lui ai dit, écoutez, je ne serais peut-être pas élu parce que quand on se présente, mais j'étais quand même candidat de la majorité, il était assez évident que je ferais 5% des voix au moins. Dans les Hauts-de-Seine. Et dans les Hauts-de-Seine, c'était vraiment pas possible autrement. Ouais. Et il ne l'a pas considéré. Après, ils m'ont rappelé pour me dire, si, on accepte de vous prêter à condition que vous mettiez l'équivalent de la somme en dépôt. Alors c'est en gage. Alors c'est très bien. Si bon. Je lui ai dit, écoutez, si je peux la mettre en gage, je peux aussi la dépenser pour moi. Mais dites-moi quand même, sur la démocratie, est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce que Marine Le Pen, si elle était d'une manière ou d'une autre empêchée de déployer son action, mais Marine Le Pen, son problème, ce sera surtout, comme pour le MoDem d'ailleurs, ce sera surtout les problèmes de pénalité financière qui pourraient être liés. Alors, je ne connais pas le dossier des assistants parlementaires. Le dossier des assistants parlementaires chez Marine Le Pen, mais je sais que pour le MoDem, c'est vraiment extrêmement inéquitable parce que il y a aucune, non seulement il y a aucune prise d'intérêt, aucune corruption, aucun détournement de fonds publics, mais il y a simplement une différence d'interprétation sur l'étendue du mandat d'un assistant parlementaire et ça ne justifie pas qu'on mette un parti financièrement à genoux. Un député aujourd'hui du groupe Liberté et Territoires va déposer une proposition de loi qui pourrait bien être votée par La République En Marche pour interdire les matchs de foot tous les 5 mai en mémoire de la catastrophe de Furiani. Il y a eu, il y a quelques jours, une émotion considérable autour du refus par La République En Marche d'accorder un long congé au moment d'un deuil d'un enfant. Et puis là, on a l'émotion autour de l'anniversaire d'une catastrophe dans un match de foot. Est-ce que la compassion n'est pas en train de prendre le pas sur une partie du réflexe politique en France? Surtout, on n'a pas besoin d'interdire un match de foot pour se souvenir de Furiani. C'est vrai, vous savez, j'ai des liens profonds avec la Corse, puisque ma femme était corse. Elle nous a quittés il y a 10 ans, mais elle était corse, et donc j'ai beaucoup vécu en Corse. Et je me rappelle l'accident de Furiani, et c'est vrai que presque toute la Corse a été touchée, car il y avait tout le monde, toutes les familles. Il y avait quelqu'un. Alors on disait quelqu'un. Alors la phrase c'est il est tombé. Hein, on disait il y avait les morts hélas, mais il y avait des gens ah bah oui lui le petit il est tombé. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a touché toute la Corse. Mais est-ce qu'il faut que la compassion je vois pas pourquoi on ajouterait des journées compassionnelles. Enfin ça ne me paraît pas du tout à la mesure de l'événement. Est-ce qu'on peut résister à ça politiquement?
Peut-être pas. Vous avez vu ce qui s'est passé pour l'affaire du deuil des enfants. Oui, l'affaire du deuil des enfants. Je veux dire, on a accusé d'inhumanité, enfin, en forçant un peu l'expression. Oui, ou ce que François Ruffin avait fait à propos des handicapés. Oui, tout ça. Ça vous avait déstabilisé. Oui, tout ça, oui, parce que nous sommes, de toute façon, dans une civilisation qui est une civilisation de l'émotion permanente. Oui. Donc, quand il y a une émotion, celui qui ne traite pas cette émotion de la même manière est considéré comme au banc de la société comme un robot. Et comme n'ayant pas de cœur. Bon, c'est comme ça, on est dans une situation de l'instant. On ne peut rien y faire. Et de l'opinion et de l'émotion, alors qu'on a besoin du temps et de la raison. Du temps et de la raison. Voilà un programme. Un programme pour être battu. Pour être battu. Merci Jean-Luc Bourlanges.